J'avais des infections à répétition, une grande fatigue, des chutes, des baisses de tension, des pertes de mémoire. Un jour, je suis tombée. Et donc, c'est un médecin d'SOS Médecins qui a demandé une électrophorèse des protéines. Et c'est là qu'on s'est aperçu que j'avais un pic. J'ai fait un problème cardiaque. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ce n'est pas un problème cardiaque, mais un problème de globules rouges. C'est comme cela qu'on a diagnostiqué le myélome. Ça faisait 1 an déjà que je n'étais pas bien du tout, avec de l'anémie et des douleurs osseuses. J'étais obligée de m'arrêter constamment, etc. Donc mon médecin traitant m'a demandé de faire un myélogramme. J'exerçais un métier qui demandait des efforts physiques et je constatais de semaine en semaine vraiment une diminution dans mes capacités. Il y a eu également des douleurs dans le dos, donc des douleurs qui sont apparues au niveau dorsal. Et là, à ce moment-là, je suis allé voir mon médecin traitant. Le myélome de mon mari était découvert de manière un peu surprenante. Une douleur brutale un dimanche soir après une journée, une bonne journée en famille, a fait qu'il a dû consulter parce que ça devenait une douleur qui était insupportable et une hospitalisation très vite dans les 48 heures où on a découvert une grosse infection pulmonaire, une pleurésie. Et là-dessus, des examens complémentaires ont été faits et le diagnostic, dans les 3 jours qui suivaient, on savait que c'était un myélome. Cette maladie, nous ne la connaissions pas. Et lorsqu'elle est revenue de l'hôpital et qu'elle m'a annoncé qu'elle avait une maladie grave, eh bien, on a décidé tous les deux, on s'est dit, on va maintenant se battre pour arriver à gagner la bataille, si je puis dire. Le myélome se développe dans la moelle osseuse, organe diffus inséré entre les travées de nos os qui fabriquent les cellules de notre sang à partir d'un stock de cellules mères appelées cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules sont à l'origine de 2 lignées. La lignée lymphoïde qui conduit à la production de globules blancs appelés lymphocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B, d'où seront issus les plasmocytes qui sont les cellules malades dans le myélome. La lignée myéloïde donne naissance aux globules rouges, aux autres globules blancs dits polynucléaires et à de grosses cellules, les mégakaryocytes, qui donneront les plaquettes. Toutes les cellules produites par ces 2 lignées sont ensuite libérées dans la circulation sanguine pour accomplir leur mission. Celle des globules rouges est d'alimenter notre corps en oxygène. C'est lors du passage du sang dans les poumons que l'oxygène s'accroche à une protéine des globules rouges, l'hémoglobine. La mission des plaquettes est d'assurer la réparation des parois des vaisseaux. En cas de coupure, par exemple, les plaquettes s'agglutinent et s'étalent pour boucher le trou et permettre la cicatrisation. La mission des globules blancs est de défendre l'organisme contre les agressions extérieures telles que les virus et les bactéries. Les lymphocytes T détectent les agresseurs, les lymphocytes B se transforment lors d'infection en plasmocytes pour fabriquer des substances appelées anticorps qui aident notre système de défense à combattre ces infections. Les autres globules blancs, les polynucléaires dits neutrophiles, se mobilisent en cas d'infection pour lutter directement contre les microbes. Le myélome touche spécifiquement les plasmocytes, ces cellules issues des lymphocytes B qui produisent les anticorps. Les anticorps sont des protéines qu'on appelle aussi immunoglobulines. Elles sont constituées de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères, kappa et lambda. Dans le myélome, pour des raisons inconnues, un plasmocyte devient anormal et va acquérir les propriétés d'une cellule cancéreuse, c'est-à-dire celle de se reproduire indéfiniment de façon incontrôlée, formant ce qu'on appelle un clone. L'anticorps fabriqué par ces cellules malades est alors en surproduction dans la moelle et se retrouve en excès dans le sang. C'est là qu'on le détecte en faisant une électrophorèse des protéines du sang. L'excès d'anticorps produit un pic dit monoclonal. Le myélome est très souvent précédé d'une phase marquée seulement par la présence d'un pic monoclonal stable dans le sang. Cet état, ou MGUS pour gammapathie monoclonale de signification indéterminée, peut durer de nombreuses années, comme si notre organisme maintenait les plasmocytes anormaux sous contrôle. Jusqu'à ce qu'un jour, ceux-ci prennent le dessus. C'est alors que les plasmocytes envahissent la moelle et qu'apparaissent les signes de la maladie.
À l'entrée dans la maladie, le malade peut être soit totalement asymptomatique, après la découverte d'une maladie myélomateuse sur un examen biologique de routine. Donc là, il n'y aura pas de symptômes immédiats, mais le plus souvent, les malades ont des symptômes qui ont conduit à consulter un médecin. On veut avoir plusieurs catégories de signes qui faisant penser à un myélome. Alors quand on parle de l'envahissement médulaire par les plasmocytes, la moelle est un peu étouffée par la prolifération plasmocytaire et donc on va avoir des signes liés à cette insuffisance médulaire. Donc soit une anémie, le plus souvent les gens sont fatigués, essoufflés et c'est pour ça qu'ils peuvent consulter, beaucoup plus rarement lié à un taux de plaquettes plus bas, ce qu'on appelle la thrombopénie. Là peuvent apparaître des ecchymoses, des hématomes, mais c'est beaucoup plus rare. La deuxième grande cause de consultation dans le myélome, ce sont les douleurs osseuses, essentiellement liées aux localisations myélomateuses de la maladie. Et elles sont le plus souvent vertébrales, ça commence le plus souvent par des douleurs dorso-lombaires persistantes qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que le malade aille consulter et que le diagnostic soit porté. La troisième grande catégorie d'atteinte myélomateuse, c'est la fonction rénale. Donc les gens peuvent avoir une protéinurie qui apparaît, donc les signes sont des urines un peu mousseuses, une fatigue, des œdèmes. L'autre aspect de l'entrée dans la maladie dans le myélome, c'est lié à des complications infectieuses dues au fait que les gens atteints de myélome ont des défenses immunitaires diminuées. Les grosses complications sont des complications à type d'infection pulmonaire, des pneumopathies, le plus souvent un pneumocoque, qui conduit souvent les gens atteints de myélome en hospitalisation et le diagnostic est fait à l'issue de ces complications. Au diagnostic, donc, on traite les complications qui existent, infectieuses, traitement antibiotique classique. Les complications osseuses sont traitées donc, avec des antalgiques pour les douleurs, soit des antalgiques mineurs, soit plus importants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les douleurs osseuses liées au myélome disparaissent relativement vite avec le traitement spécifique de la maladie. Par contre, les complications type destruction osseuse plus importante, compression médulaire, sont à prendre et à traiter en urgence. Et là peuvent relever de traitements spécifiques chirurgicaux, par exemple, comme la décompression chirurgicale d'une compression vertébrale, ou alors, dans le cadre de vertèbres qui sont très abîmées, d'injection de ciment, ce qu'on appelle la cimentoplasmie, qui soulage beaucoup les douleurs osseuses vertébrales. L'anémie peut être traitée si elle est profonde avec des transfusions sanguines. Si elle est modérée, elle peut être traitée avec des prescriptions d'érythropoïétine. L'insuffisance rénale est une complication plus difficile à traiter. Elle doit être traitée en urgence par réhydratation, éventuellement par dialyse, si besoin, si l'insuffisance est très sévère. Mais généralement, la combinaison de la réhydratation et de la mise en route du traitement du myélome réussit à récupérer, dans l'immense majorité des cas, une fonction rénale tout à fait correcte. Classiquement, le myélome multiple est une pathologie qui touche les sujets âgés. Donc les médianes dans toutes les études et dans la vie réelle sont à 70 ans, ce qui veut dire que la moitié des patients a plus de 70 ans. Je dirais, sujets vraiment jeunes, en dessous de 40 ans, cela représente 5% seulement de nos cohortes de patients. Quand on a un patient qui est en rémission, très bonne rémission durable, il y a des projets professionnels, des projets familiaux, des projets de vie sociale qui ne sont pas les mêmes effectivement qu'à 70 ans. Dans un premier temps, j'étais fort abattu forcément, parce que j'étais jeune et que forcément ça allait impliquer beaucoup de changements dans ma vie, le myélome, mais je continue à avoir une vie professionnelle, aménagée, mais qui est là, et des projets qui m'ont permis de continuer ma vie plus ou moins normalement. Parmi ces projets, bien sûr, il y a le projet de fonder une famille et d'avoir des enfants. Et ça, c'est un projet qui n'existait pas du tout il y a quelques années, puisque à l'annonce du diagnostic, on avait une échéance qui était quand même à moyen terme. En ce qui concerne la fertilité elle-même, il y a peu d'études dans le myélome, donc on ne connaît pas encore, en tout cas très clairement, quelle est la conséquence de chaque classe de molécules, en dehors bien sûr des imides et leur effet tératogène, sur la fertilité même. S'il y a un projet d'enfant, il est très facile pour un homme de congeler son sperme, donc de faire appel à une banque de sperme, ce qu'on appelle le sécos. Chez la femme, la question est beaucoup plus difficile, puisque pour l'instant, on a recours éventuellement à des fragments d'ovaires congelés ou des ponctions d'ovocytes. Et c'est encore au stade expérimental, puisque le taux de succès après, une fois qu'on réutilise ce matériel ovarien ou ovocytaire congelé, est encore très faible. Le myélome, ça n'empêche pas d'avoir la vie qui continue, donc j'avais fait prélever plutôt du sperme, parce qu'à l'époque où je suis tombé malade, on n'avait pas d'enfant.
Mais il y a eu un heureux événement, évidemment, depuis lors. Et je suis papa d'une petite fille.